ans, qui a fait ses classes ici. Elle a appris le grec contemporain et elle aime la Grèce actuelle, et donc elle y a vécu, elle connaît la langue parfaitement, puisque c'est elle qui a traduit l'extrait qui lui servira de support à sa conférence. Cette Grèce qu'elle connaît bien, que nous on connaît relativement peu. On connaît pour l'Antiquité, mais ce n'est pas de l'Antiquité qu'elle va parler. Le XXe siècle, on la connaît sous des aspects plutôt négatifs, avec la Grèce coloniale dans les années 60-70, et actuellement avec l'endettement colossal de la Grèce, alors que la Grèce c'est bien autre chose. C'est vrai que de la 6e, on a gardé des magnifiques vues des paysages grecs avec la mer, le ciel, le soleil omniprésent, et puis la civilisation grecque bien sûr. Et elle va donc, cette Grèce qu'elle connaît bien, elle va nous en parler, tant du point de vue histoire que du point de vue littérature, et cette littérature liée à l'histoire douloureuse par certains côtés de la Grèce. C'est un grand bonheur que de parler de ce que l'on aime beaucoup, et on n'en a pas souvent l'occasion lorsqu'on se penche sur la Grèce moderne. Ça ne fait pas forcément courir les foules. Merci d'être venu, d'avoir bravé la neige, et puis bravo. J'avais envie de dire bravo pour une affiche qui va en fait nous servir d'introduction. Elle est très belle cette affiche, elle dit plein de choses. Vous avez ici, vous l'avez reconnu, Delacroix qui peint le massacre de Chios en 1822. Ça nous met d'emblée dans l'histoire de l'État grec moderne, avec la guerre d'indépendance contre le joug ottoman qui commence en 1821 et qui, dès 1822, vaut aux Grecs des massacres. Il y a Chios, il y aura Missolonghi ensuite, et puis la bataille de Navarin, bien évidemment. Et puis, vous avez, alors ça, celui-là, j'aimerais bien l'avoir dans la collection. Vous avez ce timbre absolument superbe de la Grèce en 1830 et la Grèce en 1930. Alors là, vous avez toute l'histoire du 19e siècle grec. Vous avez ce tout petit royaume qui essaye de naître en 1830. En effet, 1830, c'est la date où la Grèce officiellement devient indépendante du joug ottoman. Alors, vous voyez ce tout petit pays, hein, ça veut dire qu'ici vivent un tiers seulement des Grecs. Donc, on n'aura qu'une idée, c'est de récupérer les territoires sur lesquels vivent les autres Grecs. Et puis, en effet, vous avez ici ce qui est devenu le territoire à son extension maximale, pour ce qui est du continent en tout cas, en 1930. Les guerres balkaniques sont passées par là, la Première Guerre mondiale aussi est passée par là. Simplement, la carte ne vous montre pas, et c'est très bien comme ça, sinon vous ne seriez pas venu, ne vous montre pas tout ce qui est par ici et qui va tout particulièrement nous préoccuper, nous intéresser. Alors, le texte, c'est un texte que vous avez donc entre les mains, qui est l'extrait, j'allais dire d'un roman. Ce n'est pas tout à fait un roman, je dirais plutôt que c'est une chronique. C'est un texte qui a été écrit en 1962, qui relate des événements qui, pour la plupart, se situent en 1902-1912, sauf le passage que vous avez et qui, lui, relate des événements de 1922. Il a été écrit par Kosmas Politis, on y reviendra plus tard. Kosmas Politis est un des plus importants auteurs de cette génération de 1930, de cette génération littéraire de 1930. Il a énormément apporté, énormément contribué. Pour que ça soit bien clair, je vais vous présenter un peu le décor et le personnage que vous allez rencontrer pendant un petit moment. Tout d'abord, on va se promener dans l'Empire ottoman. Un empire ottoman qui est en pleine déliquescence. En fait, sa déliquescence va commencer en 1821, c'est le premier mauvais coup, si j'ose dire. Et puis ensuite, eh bien, vous connaissez la suite, la fin de la Première Guerre mondiale et donc la fin de cet empire ottoman. Simplement, l'empire ottoman, c'est comme certaines très belles fleurs. Au fur et à mesure qu'il meurt, il distille un certain poison.
et un poison qui va envenimer toute la région et tous les pays voisins. Au nombre de ces pays voisins, un qui nous est particulièrement cher, mais qui à ce moment-là est un tout petit royaume qui rêve de devenir un plus grand royaume, c'est donc le royaume de Grèce. Donc là, vous avez les deux éléments géographiques, j'allais dire historiques, politiques, essentiels. Au milieu, vous avez quelque chose qui va être à la fois un décor et un personnage principal, la ville de Smyrne. Parce que Smyrne va être la cristallisation de tout ce qu'on va dire, de tous ces idéaux, de toutes ces déceptions, de toutes ces illusions de la Grèce. En tout cas, dans le rôle de celui qui va donner sens pour nous à l'histoire, qui va faire que l'histoire va prendre chair, os et chair, eh bien, c'est Yannou, le jardinier, celui dont vous lisez les souvenirs dans le texte qui a été traduit. Le réveil indiquait quelque chose comme 11 heures. On avait dû dormir 1 heure ou 2. Peu à peu, j'ai discerné un bruit sourd, comme un fleuve déchaîné. Il roulait vers nous et n'arrêtait pas de se rapprocher. Et tout d'un coup, des ruelles ont surgi des hordes de gens, courbés, apeurés, un balachon sur le dos, un enfant dans les bras, une casserole dans les mains ou un moulin à café. Ils agissaient sans réfléchir, devenus comme fous, muets. Les femmes ne criaient pas, les vieux ne gémissaient pas, les bébés ne pleuraient pas. Seulement ce traînement des pieds, ce piétinement, muets, courbés, visage apeuré, ils allaient droit devant eux.